BX1+. Le face-à-face. Avant cela, notre débat, on a décidé de s'arrêter aujourd'hui sur un certain nombre de propositions, d'initiatives, d'appels à préparer en quelque sorte le monde d'après, soit pour la période de déconfinement, soit en voyant un petit peu plus loin, à plus long terme, comment est-ce qu'on doit préparer nos lieux de vie, que ce soit l'Horeca, les théâtres, les lieux culturels. On va discuter de tout ça avec Nathan Clumec, qui est professeur émérite en maladies infectieuses de l'ULB, ancien du CHU Saint-Pierre, Philippe Devos, qui est président de l'APSIM, donc l'association belge des syndicats médicaux, et qui est également chef adjoint des soins intensifs dans un hôpital liégeois, le Mont-Liégia, et puis Philippe Claus, qui est le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Avant de leur donner la parole, on va préciser un petit peu ce que justement Nathan Clumec et Philippe Claus essayent de mettre en place à l'échelle de la ville de Bruxelles. Sabine Rigelheim. Alors Fabrice, la ville a mis au point une expérience pilote pour en somme évaluer la manière dont on va pouvoir vivre avec le virus. 8 lieux ont été sélectionnés pour y participer. Une salle de concert, la Madeleine, 2 écoles, les Arts et Métiers et l'Institut de mode couvreur, un café et un restaurant, le Roi d'Espagne et Chez Léon. Enfin, le Palais du Midi, le cinéma Kinépolis et un auditoire de l'ULB. Tous ces lieux seront étudiés à la loupe pour évaluer leurs besoins en termes de ventilation, de purification d'air, etc. Bref, pour être des lieux Covid safe, comme on dit. Pour procéder à ces audits, un appel a été lancé aux entreprises spécialisées dans ces technologies et leurs projets seront ensuite étudiés par une task force composée donc de Nathan Clumec, de Charles Huygens, l'ancien directeur du port de Bruxelles, et de Loïs Boulanger, le directeur de la planification d'urgence, qui est le coordinateur de la cellule prévention de la ville. Ensuite, de quoi, une fois que tous ces projets auront été étudiés, eh bien, en principe, les 8 lieux qui ont été identifiés devraient être équipés pour pouvoir accueillir du public. Alors, je vais commencer avec vous, Nathan Clumec, des lieux Covid-proof, donc protégés peut-être des risques de contamination. Est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Ah non, c'est absolument pas une vue de l'esprit. Il faut savoir que la transmission du virus se fait soit par un contact rapproché, ce sont les grosses gouttelettes que l'on émet quand on éternue, on tousse. Et là, la distanciation sociale arrive à contrôler cette transmission et bien entendu le masque. Et puis, il y a une transmission qui est beaucoup plus pernicieuse, qui est la transmission par des micro-gouttelettes qu'on appelle la transmission aérogène. Ce sont des micro-gouttelettes qui se répandent dans l'air comme un nuage de fumée de cigarette et qui peuvent aller à 5-6 mètres. Et ça, la seule manière de combattre cette transmission aérogène, c'est un renouvellement de l'air ou une purification, une stérilisation de l'air. Donc, dans les endroits où il n'y a pas de ventilation, où la ventilation est insuffisante, installer des technologies qui permettent ce renouvellement d'air ou cette purification de l'air garantit contre la transmission par voie aérogène. Et je voudrais ajouter que la transmission par voie aérogène, c'est le commun de ce qu'on appelle les hauts contaminateurs. Nous savons actuellement qu'il y a une minorité de patients qui ont une charge virale extraordinairement élevée dans leur sécrétion nasale, dans leur gorge et dans leurs bronches, et que ce sont ces gens-là qui, en respirant, en toussant, en chantant, en criant, en mangeant, émettent des gouttelettes, et c'est cette minorité de patients-là qui infecte la majorité. Donc si on contrôle la transmission de ces hauts contaminateurs, le lieu peut être considéré comme Covid safe. Oui, ça marche pour la Covid-19. Est-ce que l'idée, c'est de se prémunir contre d'autres épidémies ou d'autres risques de contamination à l'avenir ? Ça marche contre tout ce qui se transmet par voie aérogène. Donc que ce soit le Covid-19 ou le Covid-25, ou que ce soit le virus de la grippe, voilà. Et ça marche même contre la pollution atmosphérique. Il faut bien dire qu'il y a des microparticules dans l'air et que cette pollution atmosphérique a un effet toxique et ça marche également vis-à-vis de cela. Oui. Philippe Claus, c'est quoi l'intérêt de l'expérience ? Est-ce que c'est se préparer pour les prochains mois à pouvoir quand même malgré tout ouvrir des lieux même si la Covid-19 reste présente ? Ou est-ce que vous visez à plus long terme ? Est-ce que ça veut dire que si l'expérience est concluante dans la liste des lieux qu'on a évoqués tout à l'heure, il faudra l'étendre à tous les établissements où on reçoit du public en région bruxelloise ? Je pense que les villes ont toujours appris des grandes pandémies. Si vous regardez l'histoire du monde, c'est à travers les pandémies aussi que les villes ont investi dans l'hygiène, ont investi dans la sécurisation de santé publique, ont investi dans les lieux d'hôpitaux.
particulièrement vrai pour la ville de Bruxelles. On l'a vu avec la couverture à l'époque de la Seine, qui était un nid à microbes. Nathan utilise ça souvent comme l'image. On mourait très très jeune, avant 40 ans, au 19e siècle. Et donc, ce qu'on veut avec ceci, il faut être très clair, on n'est pas sur le déconfinement qu'on espère assez rapide ici. On est vraiment se projeter plus loin pour dire, mais avec cette maladie qui ne va pas disparaître d'un coup, les plus optimistes parlent de 2022, mais on sait qu'on aura sans doute aussi d'autres pandémies qui devraient être là. Comment travaille-t-on à ce qu'on ne doive plus jamais tout refermer? Parce que c'est ça, en fait, la vraie option. C'est de se réfléchir à, OK, s'il y a une nouvelle maladie qui se répand, comment est-ce qu'on y réagit? Comment est-ce qu'on adapte les lieux pour que nos vies puissent anticiper? C'est ça la force de l'homme, c'est aussi d'avoir une prévisibilité et aussi une inventivité qui lui permet de réagir plus rapidement. Ouais, Philippe Devos, on ne va pas rester entre Bruxellois, on va donner la parole à un Liégeois. Comment est-ce que vous voyez ça depuis Liège? Est-ce que les Bruxellois ont raison de se préparer à du long terme en quelque sorte? Vous avez lancé un appel à des expériences qui étaient plutôt sur le déconfinement, donc plutôt court terme, et on y reviendra dans un instant. Mais est-ce qu'il faut raisonner long terme maintenant? Oui, je pense que les Bruxellois ont raison, hein. C'est extrêmement de bon sens. Ici, penser court terme, c'est penser que la vaccination va être une réussite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun variant qui n'échappera jamais à la vaccination, que 90% des personnes à risque vont se faire vacciner. Je trouve que c'est basé tout sur une série d'hypothèses qui pourraient échouer. Et donc avoir une réflexion de se dire, même sans stratégie vaccinale ou autre, ayons un plan qui à lui seul fonctionne pour éviter les contaminations, c'est juste du bon sens et ça va dans le sens de ce que je demande. Et si on pouvait le faire en plus le plus vite possible, ça permettrait de lever une série d'incertitudes et de ramener des perspectives à la population. Et je pense que ce qu'elle manque aujourd'hui, c'est de perspective, parce que c'est ça qui est le plus difficile à vivre, c'est de se dire combien de temps va-t-on encore être privé d'événements de type concert et autres. Ça devient difficile. Ouais, on est sur deux temporalités un petit peu différentes, hein. On est plutôt sur le long terme à la ville de Bruxelles, et là, dans les propos de Philippe Devos, on est quand même dans des choses qui sont pour les semaines ou les mois qui viennent. Je reste quand même un instant là-dessus, Philippe Devos, puisque vous avez fait une sortie dans la presse écrite chez nos confrères de Sud Presse. Vous avez dit il faut qu'on mène des expériences. Et dans les expériences que vous avez citées, l'idée, par exemple, qu'on puisse faire des tests ou exiger des passeports vaccinaux à l'entrée des restaurants, ça a été assez mal pris par les restaurateurs. Vous le comprenez? Oui, je le comprends parce qu'en fait, moi, l'idée, c'est des alternatives. Donc, il y a des pays comme le Danemark qui proposent ce système de Corona Pass, qui est un système qui permet de dire, voilà, je suis safe. Et donc, il faut réfléchir de deux manières. Soit on s'assure que tous les gens qui sont dans un endroit sont safe, soit on rend le bâtiment safe pour que les gens non safe puissent y accéder. Je veux dire, il y a deux logiques, l'une n'empêche pas l'autre, hein. On peut très bien faire certains bâtiments qui sont safe, et où le personnel n'est pas screené, et d'autres endroits où les participants sont screenés parce qu'il est impossible de rendre safe l'endroit. Ventiler pour arriver en dessous de 800 ppm un restaurant, il y a quand même des restaurants, à Bruxelles particulièrement, dans les zones denses, où ça va être impossible vu le nombre de couverts par mètre carré. Ouais. Nathan Klimek, petite réaction à ça. Donc l'idée que il faut peut-être restreindre l'accès et avoir des conditions d'accès, ça c'est quand même éthiquement, politiquement, c'est peut-être un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut équiper tous les lieux des systèmes que vous décriviez tout à l'heure, ou est-ce que ça va être réservé à des lieux qui ont un certain volume, une certaine superficie? Écoutez, c'est le but de cette étude, hein, c'est de voir quelles sont les conditions pour équiper des lieux. Il y a évidemment, en fait, il y a des facteurs de risque dont il faut tenir compte. Il y a une liste que l'on doit mentionner point par point. La dimension du lieu, c'est une des conditions. Il y a également le nombre de personnes qu'il y a dans ce lieu. Il y a également le fait qu'ils portent ou ils ne portent pas des masques. Il y a le fait que c'est un variant ou pas un variant. Donc, avec tous ces éléments, on peut établir une carte et une évaluation d'un risque. Alors, il est évident que si on veut faire entrer 5000 personnes quelque part, voilà. Et donc, il faudra que la ventilation soit un élément important. Maintenant, pour un petit restaurant, peut-être qu'on ne va pas jouer sur la ventilation, mais alors on pourra jouer sur la distanciation sociale. Il y aura moins de tables qui seront ouvertes et on fera en sorte que ceux qui y arrivent, peut-être devront prouver qu'ils ne sont pas Covid positifs. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui est contradictoire. Ce qui est important, c'est d'avoir des mesures complémentaires. Et c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, nous devons travailler en parallèle. On ne doit pas travailler en successif. Jusqu'à présent, toutes les mesures qui ont été prises ont été d'abord des mesures
hyper-réactivité, on réagit à quelque chose, on n'anticipe pas. Donc la première chose que la ville fait ici, c'est anticiper. Et ça, je pense que c'est un message très important qui est valable pour d'autres villes aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'anticiperait pas à Liège, à Namur, à Anvers, à Gand? Je pense qu'anticiper est essentiel. L'autre chose, c'est d'être en parallèle, permettre le plus rapidement possible la vie la plus normale. Et maintenant, la vaccination, effectivement, et le pass, moi, je suis plutôt en faveur de ce pass. Quand on dit que c'est discriminant, c'est pas plus discriminant que le passeport vaccinal quand vous avez contre la fièvre jaune, quand vous allez dans un pays tropical. Je veux dire, si les conditions nécessitent d'être protégés pour protéger les autres, eh bien, il faut l'accepter. Et ceux qui ne veulent pas, ils doivent assumer leurs responsabilités. Donc, je pense que le débat n'est pas clos sur le pass vaccinal et ça a le mérite de l'amener sur la table. Et actuellement, il faut se garder des réactions un petit peu émotionnelles et brandir l'étendard du risque zéro, de la liberté individuelle. Enfin, tout ça, ce que je respecte profondément, mais dans un contexte de santé publique, je crois qu'il faut avoir une vision plus élargie. Ouais. Philippe Clos, vous êtes d'accord avec ça? Philippe Devos aussi, c'est le raisonnement de Nathan Klumek, il est peut-être réalisable seulement une fois que tout le monde aura pu être vacciné. Et tant qu'on n'a pas la possibilité d'être tous vaccinés, c'est quand même un petit peu compliqué, première question. Et deuxième question, est-ce que demain, on va demander aux restaurateurs ou aux gestionnaires d'une salle de concert ou d'un théâtre d'avoir un check, un contrôle à l'entrée? Non, mais par contre, ce qui est clair qui va s'imposer, c'est le filtrage de l'air et le renouvellement de l'air. Ça, je pense que plus personne n'en doute. On prend avec Nathan souvent l'exemple du voûtement de la Seine et le traitement des eaux usées. On n'a pas traité toutes les eaux usées d'un coup. On a même mis un siècle pour assainir vraiment l'eau. Il y a encore du boulot. Mais aujourd'hui, sur le renouvellement de l'air, on est convaincu que ça fait partie de la stratégie de santé publique. Alors, filtrer l'air, ça, tout le monde va être d'accord, Philippe Clos. Filtrer les personnes. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez dans notre giron commun, ça peut arriver. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils sont malades, on leur demande de ne pas y aller. Notre société, elle va s'adapter avec ce corona. Qui peut croire qu'avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, notre vie ne va pas changer? Ce que nous devons lutter et nous battre, c'est justement de continuer à avoir une vie agréable, mais elle va se modifier. Mais le pire serait de croire, le corona est parti, on ne fait plus rien. Moi, je veux que les gens puissent retrouver une vie et qu'on ne confine plus jamais, mais qu'on ait anticipé les moyens qui nous permettent de ne jamais reconfiner, même s'il y a une pandémie. Ouais, Philippe Devos, d'accord avec ce qui vient d'être dit? Mais oui, il n'y a pas que le vaccin, en fait. Certains pays font faire chez le pharmacien le test rapide. En 15 minutes devant le pharmacien, vous avez le résultat. Le pharmacien valide le résultat et vous donne un pass de 24 heures pour aller faire tout ce que vous voulez dans votre vie pendant 24 heures. Donc il y a des alternatives au vaccin. Ce n'est pas l'obligation vaccinale, c'est l'obligation de prouver que vous n'êtes pas un risque pour les autres. Alors, on va parler d'autres projets qui sont sur la table. C'est ceux de Bénédicte Linard, la ministre de la Culture, qui veut aussi mener des expériences pilotes. Sabine Régulaï. Alors, la Fédération Wallonie-Bruxelles va procéder par événements tests. 6 événements culturels vont être organisés sous forme, en quelque sorte, de tests grandeur nature dans tous les domaines culturels, la musique, les arts de la scène, le cinéma. L'idée est d'évaluer et de valider les protocoles sanitaires qui ont été élaborés. Alors, ces 6 événements sont prévus pour avril, mais il faut encore désigner l'opérateur scientifique qui sera chargé de mener à bien ces expériences. Alors l'objectif, évidemment, là aussi, c'est d'étudier la possibilité de réouverture du secteur pour des événements intérieurs et extérieurs sécurisés, mais aussi de manière tenable, aussi bien pour le public que pour les responsables de salles, de compagnies, etc. Alors, on va rester dans la culture. Philippe Clos, je vais prendre 2 exemples que vous connaissez bien. Le Cirque Royal, 3 même. Le Cirque Royal, la Madeleine, le Palais 12. Est-ce que vous seriez prêt à dire que demain, avec la filtration de l'air mise en place par Nathan Klumek, on va pouvoir rouvrir ces salles? Et est-ce qu'on va pouvoir le faire avec des jauges réduites? Est-ce que économiquement, c'est viable? Alors, tout dépend d'où on met la jauge, mais prenons l'exemple du Cirque Royal et Nathan Klumek était venu nous aider à le faire. On a par exemple décidé, non seulement on a travaillé sur un système de filtrage d'air, mais on avait imposé le masque à tout le monde et des jauges de moitié. On a pu faire les concerts, vous vous en souviendrez, de Vincent Delerme. Malheureusement, on a été vite reconfinés après. Le pauvre Loïc Notet n'a pas pu faire son show. Mais ça avait marché et ça avait d'ailleurs surpris beaucoup d'experts parce que c'est Nathan qui nous avait donné l'idée, mais plutôt que le masque en tissu, que les salles s'équipent d'un masque chirurgical et donnent à chaque spectateur le masque chirurgical, puisqu'on est encore dans la pandémie. Et en fait, ça avait été très bien accepté. Alors, c'est pas super agréable de regarder un concert, notamment pour l'artiste qui ne voit pas l'expression toujours du visage du public, mais Vincent Delerme avait pu, en dédoublant son concert,
donner ce qu'on sait au cirque royal. La preuve qu'il y a des solutions qui sont possibles. Et donc, très clairement, on est candidat à ces expériences parce qu'il faut que ces salles rouvrent. Ouais. Nathan Clumec, on parle d'expérience, ça veut dire qu'on va devoir jauger, juger, adapter, tirer des conclusions. Comment est-ce qu'on mesure en fait ? C'est-à-dire que vous allez devoir faire un test des spectateurs à l'entrée, des spectateurs à la sortie, ou des usagers à l'entrée, des usagers à la sortie. L'ultime mesure pour vous, c'est quoi dans ce genre d'expérience ? Moi, je pense que ces expériences, avec tout l'intérêt qu'elles ont, doivent avoir quand même des implications pratiques. Donc, si on fait une expérience avec toutes les conditions optimales, on va démontrer que la contamination est zéro, mais ça ne voudra rien dire parce que dans la vie pratique, on n'arrivera pas à imposer cela. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre les choses d'une autre manière. Il faut mettre localement toutes les conditions pour que la transmission soit la plus faible possible. Et donc, les choses à mettre en place localement, on l'a dit, ventilation, masque, distanciation sociale et se nettoyer les mains. Avec ça, vous avez un risque de transmission qui est égal à zéro, quasi égal à zéro. Le virus ne traverse déjà que difficilement le masque. Si en plus il traverse le masque et qu'il est éliminé par ventilation, le risque devient minime. Donc c'est très bien de tester tout le monde à l'entrée, etc. Mais la faisabilité de tout ça, sur un large public, vous imaginez un stade de foot, vous imaginez un festival, c'est difficile. Par contre, mettre des conditions locales, c'est important. Maintenant, pour revenir aux tests rapides, je crois que M. De Vos a tout à fait raison, Philippe De Vos a tout à fait raison. Ça fait des mois qu'on dit que ces tests sont disponibles. Je ne sais pas pourquoi on ne les utilise pas. Et c'est évident que ces tests ont un avantage, je tiens à le dire. Ceux qui sont un peu sceptiques disent « oui, mais ces tests n'ont pas une bonne sensibilité ». Mais c'est ça l'avantage de ces tests, c'est qu'ils ont la sensibilité pour dépister les hauts contaminateurs. Ils ont la sensibilité pour dépister ceux qui ont beaucoup de virus. Et c'est cela qu'on veut. Ceux qui sont positifs en PCR et qui ont peu de virus ne transmettent pas. Et je pense que ces données scientifiques prouvées devraient être plus mises en avant. Et pas jouer la peur perpétuelle, la panique, le risque zéro, le contrôle absolu. Tout ça, c'est une manière de nous paralyser nous-mêmes. En fait, nous nous tirons une balle dans le pied nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Il faut faire bouger les lignes. Ouais, Philippe De Vos, d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, si je comprends bien ce que m'explique Nathan Clumec, demain, je vais pouvoir aller peut-être au cinéma, au concert, au resto avec un masque, c'est plus compliqué. Mais si je porte un masque qui a un minimum de distance et qui a un système de purification de l'air, on va pouvoir reprendre tout ça. Mais le risque zéro dans la vie, ça n'existe pas, que ce soit avec le corona ou avec autre chose. Il faut arrêter de viser ça. Ça, c'est un mauvais message. Donc, il faut arrêter avec cette logique de PCR. Je suis 100 000 fois d'accord avec Nathan Clumec. Il faut reprendre en possession notre vie avec un risque modéré, calculé, conseillé, idéalement basé sur de l'expérimentation scientifique comme on le fait à Bruxelles. C'est ça la meilleure des manières. On aurait dû commencer il y a 1 an. Ouais, mais on a quand même un objectif qui est d'éviter la saturation des hôpitaux. Quand on voit aujourd'hui qu'on est repassé au-dessus de la barre des 500 hospitalisations, ce risque-là, il existe toujours, parce que c'est au nom de ça qu'on fait tous les efforts. Je vous annonce que ça va encore monter jusqu'à mi-avril, puisque tel est le modèle mathématique. Donc, c'est tout à fait prévu que ça va monter et ça ne montera pas jusqu'à la saturation. Donc, si on continue à adhérer aux mesures de manière aussi efficace qu'aujourd'hui, ni plus ni moins, et qu'on fait des expériences pilotes pour pouvoir ouvrir d'autres choses sans prendre de risques supplémentaires, il n'y a aucune raison de ne pas faire ces expériences pilotes dès aujourd'hui. C'était ça mon message de la semaine dernière. C'est on peut, même avec une montée, déjà commencer dès maintenant à faire des essais. Ouais, donc il y a les essais, les expériences annoncées à Bruxelles, il y a l'appel d'offres lancé par la ministre de la Culture, Bénédicte Linnart, ça veut dire que vous avez été entendu, donc ça c'est réussi. Oui, bon, j'espère qu'ils y ont pensé aussi vite que moi, et que ce n'est pas moi qui dois leur suggérer, parce que sinon ce sera un désastre. Ouais. Philippe Claus, l'expérience, ce sera le mot de la fin, l'expérience que vous lancez avec Nathan Clumec, elle démarre quand et quand est-ce que les Bruxellois peuvent en profiter ? Alors, elle a démarré, donc on reçoit beaucoup d'offres. Ce qu'on voulait aussi montrer, c'est toute la créativité des entreprises belges. Il y a beaucoup de gens qui inventent des choses. En fait, c'est comme ça aussi qu'on a réagi, parce que beaucoup de dossiers sont là. On les étudie évidemment pour voir leur efficacité. Mais je le répète, l'applicatif est vraiment un long terme. On n'est pas en train d'essayer de voir ce qu'on va faire, comme dit Philippe De Vos, après les vacances de Pâques. Ça, c'est le boulot du court terme. Ici, on veut construire une société qui a réfléchi à cette pandémie et qui construit justement
un idéal sanitaire qui ne vise pas le risque zéro, parce qu'en effet, ça n'a pas de sens de viser le risque zéro, mais qui fait qu'on soit dans un environnement sanitaire meilleur. Et donc, on verra les premiers résultats, je pense déjà à la rentrée par rapport à cela, et puis commencer à équiper les lieux petit à petit. Mais je veux aussi faire confiance à toutes les entreprises qui sont en train de créer en Belgique des modèles auxquels nous n'avons peut-être pas encore pensé maintenant. Oui, ça veut dire que la ville de Bruxelles va pouvoir aider financièrement les lieux qui, sur son territoire, voudraient s'équiper des systèmes de filtration d'air et autres? Il y avait un exemple, par exemple, des gens qui nous ont développé un système de robotique qui permet de compter en un temps record le nombre de personnes qui sont installées, qui portent leur masque ou la température ou pas. Ce système et ce logiciel coûtaient 1 mois et demi de droit passerelle. Donc parfois, on doit réfléchir comme pouvoir public. Ça vaut peut-être la peine d'équiper certains lieux, de les aider pour relancer aussi notre machine sociale, culturelle et économique. Merci Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, Nathan Clumec, professeur émérite du CHU Saint-Pierre, Philippe Devos, président de l'Association belge des syndicats médicaux. Merci à tous les trois. On a compris qu'on va devoir probablement se préparer à une vie un petit peu différente de celle que nous avons connue ces 50 dernières années. Merci à tous les trois pour votre intervention.